Tine. Santé, c'est bon. Vous avez pas tiné, je crois. Quoi? Vas-y, on Il y a un retine. problème Ouais, tous les deux. On retine. Non, mais c'est parce que je voulais pas être avec les journalistes. Bon, salut à tous. Salut. La même équipe, pas que la semaine dernière, parce que Sarah pouvait pas venir ce soir, elle est coincée à Lille, mais celle de la semaine d'avant. Donc je vais quand même représenter, je vais refaire un tour des prénoms. Donc les deux Pablo de ce côté de la table, et de l'autre côté Marie et Loïc. On va commencer, donc on va aborder deux thèmes ce soir. Le premier thème, on va parler du pouvoir d'achat, parce que c'était quand même le gros sujet de la semaine avant qu'on parle de Zemmour et sa mitraillette. C'était la question du... Il n'y a rien qui va dans cette phrase. Ah non, c'est pas ma faute. Hein. Non, c'est pas de ta faute, mais c'est vrai que l'actualité ne t'aide pas. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a eu une grosse actu parce qu'en ce moment, il y a une augmentation du prix de diverses matières premières, notamment du gaz et de l'électricité. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça des matières premières d'ailleurs, si tu veux. Enfin, Pablo pourra nous faire un petit cours sur ce que c'est des matières premières. Mais enfin, il y a une augmentation du gaz et de l'électricité d'à peu près entre 20 et 25%. Et en plus de ça, il y a une augmentation substantielle du prix de l'essence à la pompe. Maintenant, c'est genre, je crois que c'est plus d'1,50 €, presque 1,60 € à la Ça fait un pompe. petit moment que c'est... Ouais, mais là, ça commence à... Non, On a dépassé €60. Ouais. On Ouais, sent mais le mec en qui prend le janvier- métro Voilà. déjà. Tu vois. Moi, j'ai une voiture, je peux te dire que Vraiment ça a la dépassé un peu gauche ça. parisienne Non, ce que je déconnectée, sais, quoi. non, ce que je sais, par contre, j'ai fait un plein la semaine dernière, c'est que le plein m'a coûté 95 balles. Et genre, j'avais jamais vu un plein à 93 €. Oui, je connais le prix du ticket métro parce que je prends des tickets métro tous les matins. Parce que je me suis fait voler mon vélo. Bref. Donc il y a une augmentation à la fois de l'essence, du gaz et de l'électricité. Du coup, ça pose énormément de questions, notamment des questions de pouvoir d'achat. Et parce qu'on parle beaucoup du pouvoir d'achat. Alors il y a les impressions de pouvoir d'achat, notamment il y a un sondage qui a été fait et une étude qui a été faite sur les impressions de pouvoir d'achat et une majorité de Français en fait avaient l'impression d'avoir perdu du pouvoir d'achat ces 10 dernières années. Savoir si c'est vraiment confirmé, c'est pas tout à fait évident en fait dans les chiffres. Quand on prend les paniers, c'est pas aussi clair que ça. En fait, ça dépend le panier qu'on prend, mais en gros, il y a des paniers où effectivement il y a une perte de pouvoir d'achat, il y a d'autres paniers où il n'y a pas vraiment de perte de pouvoir d'achat. Pareil sur l'essence. Hein. Si on prend le coût de l'essence dans les années 70, en gros par rapport au SMIC, en gros, il fallait à peu près, je crois, 9 heures, non, 19 minutes, pardon, pour gagner 1 litre, pour avoir assez d'argent pour se payer un litre d'essence, alors qu'aujourd'hui, c'est plus que 9 minutes pour se payer 1 litre d'essence, quand on est au SMIC. Donc, mais il y a quand même une impression de pouvoir d'achat qui est en baisse. Donc là, il y a tout le monde en fait fait des propositions. Le gouvernement a fait des propositions. Donc on sait à ce jour, on sait toujours pas si ça va être des chèques énergie ou des aménagements sur la fiscalité de l'essence. À gauche, il y a d'autres propositions. Par exemple, la France Insoumise a proposé de bloquer les prix de l'essence. Je ne sais pas tellement comment vous vous positionnez par rapport à tous ces débats, sachant que je voudrais aussi qu'on parle pas uniquement du prix des énergies, mais aussi en fait du pouvoir d'achat en général, parce que il y a par exemple Fabien Roussel, le candidat du Parti communiste, qui a dit dans plusieurs de ses prises de parole vouloir être le candidat du pouvoir d'achat. Et du coup, moi je trouve que ça pose pas mal de questions, notamment en regard en fait de l'impératif écologique, exactement, de sobriété et de diminution en fait de notre consommation en général. Et voilà, moi, c'est comme ça que je voudrais lancer le sujet, c'est savoir s'il n'y a pas une incompatibilité en fait aussi entre cette recherche de pouvoir d'achat et la sobriété énergétique qu'on est beaucoup à souhaiter dans le cadre d'une transition écologique valable en vue du réchauffement climatique. Moi, j'aurais voulu peut-être essayer de serrer ou clarifier 3 axes un peu dans ce que tu viens de nous dire. Le premier, il est rapport au sentiment de progression sociale. Et on sait aujourd'hui qu'il n'est pas exactement proportionnel à la capacité de pouvoir d'achat des gens. C'est à la capacité objective de pouvoir d'achat des gens et des ménages. Il est aussi conditionné à la perspective que les gens se donnent ou ont l'impression d'avoir dans la société. Et clairement, au-delà de la question de pouvoir d'achat qui est problématique aujourd'hui, on a un vrai problème de perspective. Qu'est-ce que chacun envisage pour lui-même et pour ses enfants ? La France étant probablement un des pays les plus caricaturaux sur la question, où on a une impression
on a un sentiment que nos enfants auront moins bien que ce qu'on a aujourd'hui. Et ça fait quand même un petit bail que ça dure. Et c'est pas le pouvoir d'achat, mais le pouvoir d'achat est une des composantes de ce sentiment. Donc je pense que c'est le premier sujet que tu as évoqué. Et du coup, et ça fera lien peut-être avec le dernier sujet que tu as évoqué, il y a une question objective d'amélioration des conditions de vie, et il y a une question subjective, c'est qu'est-ce que c'est que l'amélioration des conditions de vie? Et est-ce que ça passe complètement par le pouvoir d'achat, et est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers à activer en parallèle? Ça, il me semble que c'est le premier sujet que tu as levé. Le second sujet, c'est celui de la question de l'énergie et du pouvoir d'achat en propre. L'énergie comme un des exemples, et un exemple qui n'est pas neutre, parce qu'il a évidemment une dimension écologique, et je pense qu'on en parlera sur les propositions qui sont sur la table sur cette question, qui évidemment pèsent dans des comportements contraints au quotidien. Et puis, dans cette dimension objective, il y a la question du revenu. C'est quoi la structure du revenu aujourd'hui? C'est quoi la structure du revenu qu'on projette, nous, à gauche, pour demain? C'est quoi ce qu'on veut comme transformation de la structure du revenu? Et la dernière question que tu as posée, c'est effectivement entre revenu, pouvoir d'achat et transition écologique, c'est quoi nos pistes? Et je pense que ça rejoint ce qu'on s'est dit sur d'autres débats, c'est-à-dire que probablement que l'une des défaillances des projets de gauche et écologistes aujourd'hui, c'est de pas exactement savoir construire le chemin pour aller vers cette société que je crois on peut à peu près qualifier de sans perte de qualité, voire avec un gain de qualité, un gain de sens, consommer moins. Et par là, consommer autrement. Sur la question du pouvoir d'achat, on en parlait un petit peu en marge. Bien sûr qu'il y a bien d'autres questions que la question de l'énergie, et y compris des choses qui permettent de gagner des marges là où l'énergie elle ne le permet pas forcément aujourd'hui. Moi, je sais pas comment commencer parce que du coup, on n'est pas rentré dans le concret. Moi, j'ai envie de dire, si je dois parler en général pouvoir d'achat, il y a 10 millions de pauvres dans ce pays, dont à l'intérieur, au moins 3 millions de travailleurs pauvres. C'est-à-dire des gens qui travaillent et qui n'ont pas la possibilité, avec le fruit de leur travail, en tout cas le salaire, hein, qui est genre une partie de la rémunération de la valeur produite, moins la part que prennent les capitalistes, donc les gens qui pompent et qui sucent la valeur du travail que nous produisons. Et du coup, il y a clairement une question de qu'est-ce qu'on fait face à ça. Et il faut à la fois proposer des choses très concrètes là tout de suite pour parler aux gens et puis pour réguler cette situation. Et en même temps, il faut savoir que comme on est dans le capitalisme, un système qui par principe, c'est-à-dire structurellement reproduit de l'inégalité, si c'est pour faire une redistribution à tenter et que on continue comme ça, genre 10 ans après, 15 ans après, on retrouve des inégalités, on retrouve des... Donc la question c'est comment on rentre avec des propositions qui permettent tout de suite aux gens de répondre à des aspirations concrètes. De l'autre côté, participer à une voie de transformation qui fait qu'on change plus en profondeur les mécanismes d'allocation des ressources à l'intérieur de la société. Et trois, ce que tu disais sur la question écologique, qui est comment on fait pour contraindre que entre guillemets les niveaux de consommation, en tout cas de dire si on donne de l'argent comme ça si on subventionne une partie et qu'on n'est plus et qu'on a des choix de production qui se enfin des choix de consommation qui se produisent sur des trucs qui sont nocifs pour l'environnement, qui sont par ailleurs par exemple à l'étranger dans toutes ces questions de protectionnisme ou pas, on savait que genre si c'est pour aller financer les industries des autres pays et tout, ça pose des vraies questions sur comment fonctionne le système économique. Donc après, si on doit débattre, peut-être qu'on peut faire une liste de discussions, à mon avis, de ce qui est mis en place, tu vois. Moi, honnêtement, mais juste en restant, parce que le truc, c'est que quand là, on est en campagne présidentielle, tu vois, et genre, t'as les différents candidats et candidates, tu vois, qui essaient de se positionner sur cette question, et moi, en vrai, j'ai juste un problème conceptuel et de définition, tu vois, quand j'entends genre des gens de gauche dire je vais être notamment le candidat communiste dire je vais être le président du pouvoir d'achat, mais moi je comprends pas ce que ça veut dire, tu vois. Enfin, je trouve que ça n'a aucun sens, tu vois, vis-à-vis de l'histoire de ce que c'est que le communisme. Enfin, c'est paradoxal en fait. On peut pas être communiste et dire genre on va donner à tout le monde un pouvoir d'acheter, tu vois, précisément pour la raison que tu as dite, c'est que on est dans une putain de société capitaliste et que pour l'instant, tant qu'on n'aura pas genre amorcé un changement drastique et complet en fait du système, on peut pas assumer de dire tout le monde va acheter. Le problème du mot pouvoir d'achat qui est très capitaliste pour Fabien Roussel,
mais tout le monde le comprend par contre. Tout le monde voit de quoi on parle quand on dit pouvoir d'achat. Si c'est qu'un problème sémantique, c'est pas un problème. Oui, le problème, c'est que tu n'orientes rien, en fait, quand tu dis pouvoir d'achat. Mais c'est pas qu'un problème sémantique. En fait, le problème, c'est que Fabien Roussel ne comprend absolument rien à son héritage politique. C'est ça le truc. D'abord. En fait, vous avez décidé de rhabiller ça, Fabien. Non, mais clairement, mais il faut le rhabiller. Là, c'est très clair qu'il est à poil d'ailleurs sur les questions économiques. Il nous explique cette semaine deux choses. Donc d'abord, il nous explique que il faut qu'il y a un lien entre la valeur d'usage qui est produite, c'est-à-dire l'utilité de quelque chose qui est produit, et de l'autre côté la rémunération. Et ce lien-là, il faut aller regarder qu'est-ce que ça veut dire. Et genre, la valeur d'usage d'un produit est complètement différente de sa valeur d'échange. C'est-à-dire l'eau, dans notre société, ça a un prix genre de revient très très faible, et pourtant c'est un bien essentiel à notre vie. Sans eau, c'est terminé. Donc on voit bien, ça c'est Adam Smith, hein, c'est pas mon exemple, c'est 1776. Donc, et puis après on regarde derrière, il nous dit les salaires doivent être calculés en fonction de l'utilité de la société. C'est intéressant, on comprend ce qu'il veut dire, on comprend qu'il veut dire les profs, les gens dans le... Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est comme ça que ça veut dire. Le salaire ne représente pas la valeur produite, c'est une part de la valeur. Et cette part-là, c'est la rémunération de la marchandise force de travail. Enfin, c'est vraiment les bases de la théorie marxiste. Il n'y comprend rien. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ils disent pouvoir d'achat, mais là où tu as un peu raison, c'est que pouvoir d'achat, en tout cas, ça s'est imposé comme vocabulaire pour comprendre aux gens à quoi ils ont accès. Mais c'est pour ça que la question qui est posée, c'est plutôt la question des égalités sociales et de surtout la souveraineté sur la valeur produite. Qui choisit quoi, comment, qui a accès à quoi, comment. Et c'est pour ça qu'il y a deux volets, à mon avis, je m'arrête là-dessus, il y a des volets sur bloquer l'hémorragie, c'est-à-dire on a une véritable question de précarité, de travailleurs pauvres, de pauvreté, et ça, il y a des mesures concrètes qu'on peut mettre tout de suite, et il y a une deuxième partie qui est comment on fait pour réorganiser le contrôle, la souveraineté sur la production. Mais quand on parle de pouvoir d'achat, je pense pas qu'on parle des plus pauvres. Au contraire, plutôt de la classe moyenne, qui a des fins de mois difficiles, mais tu vois pas les gens les plus précaires, le pouvoir d'achat, c'est pas ça. Le pouvoir d'achat, c'est pas pouvoir se loger dignement, pouvoir manger à sa faim. Alors, c'est aussi pouvoir se loger dignement et pouvoir manger à sa faim. Mais c'est vrai que la manière dont on l'entend le plus communément, c'est effectivement pouvoir consommer au-delà du logement et de la nourriture basique. Ceci étant dit, c'est que consommer, tu vois, pouvoir aller au cinéma, c'est pas consommer, par exemple. Bah, si. Ah si, c'est consommer. Oui, mais quand tu dis pouvoir consommer, pour moi, c'est exactement. Pour moi, ça reprend exactement ce que tu disais là. C'est-à-dire que il y a des choses sur lesquelles essentielles, le logement, l'alimentation, c'est la survie à peine plus, quoi. Sur lesquels des déplacements contraints pour aller au travail, etc., qui sont sur des éléments sur lesquels il faut qu'on puisse avoir des réponses immédiates. Les réponses aujourd'hui qui nous sont proposées, elles sont diverses. Je pense sur la question de l'énergie, on a parlé d'abaisser la fiscalité, pourquoi pas, c'est une réponse d'urgence. Moi, je crois que ça envoie pas un méga bon signal, mais voilà. Ça peut être, je sais pas moi, bloquer les prix, comme l'a dit Mélenchon. Ça peut être les chèques énergie. La question des chèques énergie, pour le coup, c'est, à mon sens, qu'elle doit être profondément décorrélée du prix des carburants et de l'énergie. Donc en fait, elle peut démarrer à l'occasion d'une crise pour dire c'est une mesure sociale qui éponge à un moment donné, mais en fait, elle a vocation à durer beaucoup plus longtemps parce que son objectif, c'est justement de permettre aux ménages de changer d'équipement. Ceci étant dit, il y a d'autres mesures, le deuxième volet dont on parle, sur lequel, pour le coup, je suis sûr qu'avec Pablo, on ne sera pas d'accord, c'est notamment les questions de lien entre revenu et travail. Et de quelle place on donne au revenu du travail dans le revenu, au salaire dans le revenu. Et je pense que ça, c'est une profonde révolution de la gauche aujourd'hui, en tout cas, réflexion de la gauche aujourd'hui, qui, à mon avis, dépasse un peu le sujet de savoir si Fabien Roussel parle ou pas du pouvoir d'achat, qui est de se dire, est-ce que demain, notre revenu, il doit être essentiellement constitué par le travail, et en tout cas par le travail salarié. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est une vraie question au centre de la gauche. Il y a des gens qui l'ont approché de plus ou moins loin. Moi, j'ai fait la campagne de Benoît Hamon, on a porté le revenu universel. Évidemment, c'est une manière de dire qu'on peut décorréler une part du revenu de l'emploi, vraiment du salaire, et trouver, du coup, à travers ce revenu universel, une manière de libérer du temps et de récupérer du pouvoir d'achat dans d'autres actions qui ne sont pas des actions de production. Ça me fait penser les dividendes, par exemple, qui ne sont pas un revenu sur le salaire, ça ne perturbe moins la société, quoi.
Ça fait moins débat. Pour le coup, ça fait moins débat à gauche, parce que la question de taxer les dividendes, pour le coup, à gauche, est assez unanime. Je veux dire... Moi, ce que je propose, c'est qu'avant de parler de la contre-révolution, genre rocardienne ou néolibérale, vous l'appellerez comme vous voulez, sur revenus d'activité, on fasse une liste de choses qui peuvent être faites tout de suite. Là, tout à l'heure, je me suis amusé. Donc, blocage des prix. Il y a des débats, on l'avait sur l'énergie. Est-ce que on a accès à une production qu'on contrôle ou est-ce que on est plutôt sur, on la ramasse sur la question de la marge des distributeurs. Donc, énergie, enfin, par exemple, la question EDF vs la question genre du pétrole. Mais il y a aussi encadrement des salaires. On indexe les salaires bas au salaire du haut pour faire en sorte que on rétablit un écart de salaire. Je pense que 1 à 20, c'est bien pour commencer. Moi, je pense que l'objectif, ça devrait être d'être 1 à 5. Égalité salariale, parce que là, il y a une vraie question. Genre, augmentation des sanctions. Augmentation des sanctions, etc. pour faire en sorte que, genre, il y ait un gain tout de suite de remontée du salaire des femmes. Il y a la question de la retraite minimum. Je pense qu'en fait, une retraite en dessous du SMIC, c'est un scandale. Puisque la retraite est un droit continué au salaire. Enfin, en tout cas, elle a été construite comme ça. Donc, ça, l'assurance chômage, il y a beaucoup de choses à dire. Retour au système de financement par les cotisations. Il faut retrouver un système de modalité de calcul où on est en fait un lien avec le salaire, que le chômage, l'assurance chômage, ce qu'on reçoit, c'est un lien continué en lien avec son salaire d'avant. Il y a la CGT propose une loi d'ajustement obligatoire des minima dans les branches sur la question du SMIC, parce que par exemple aujourd'hui c'est pas le cas. Dans énormément de secteurs, tu as une augmentation du SMIC au 1er octobre et on voit bien que ça prend des années de négociation derrière. Il y a une question pour moi, c'est un système d'indemnisation de l'intermittence à généraliser, parce que je parle pas des intermittents de spectacle, on parle de 300 000 personnes là. Moi je parle des intermittents, 3 millions d'intermittents de l'emploi. Et là il y a une vraie question à dire, comment on fait pour qu'ils soient pas victimes d'une précarisation réelle des revenus, titularisation des précaires dans la fonction publique, abolition de la loi El Khomri, parce que ça aussi en termes de pouvoir d'achat. Quand tu peux négocier en dessous de la loi, c'est écrit par Pierre Jacquin. Non mais en dessous de la loi, là forcément, je pense qu'il y a aussi des allocations qui sont ça nous mène à quoi tout ça? Non mais à permettre aux gens de ne pas galérer, parce que le pouvoir d'achat c'est la capacité d'avoir accès à un certain nombre de biens à consommer. Mais c'est pas seulement des biens villes et matériels, c'est aussi la question de la reproduction de notre force de travail, le niveau dans lequel on se bataille pour revendiquer que pour pouvoir se reproduire, c'est-à-dire pour avoir une condition de vie normale, on est assez à un certain nombre de services. Ils sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, si t'as pas Internet, c'est très compliqué pour ton boulot, etc. Moi, j'ai une question. Avec tous tes trucs-là, du coup, tu augmentes la masse générale de la somme de tous les salaires. On est d'accord? Et c'est pour ça que je savais que tu allais me dire un truc comme ça. Donc, on est en croissance. Non, mais c'est pour ça que je savais que tu allais me dire ça. C'est pas un problème, par ailleurs, la croissance. Le problème, c'est pas. Mais donc, du coup, qui dit augmentation de tous les salaires, tu vois, dit nécessairement après plus de consommation. Ça dépend. En plus, déjà, c'est pas exact. D'accord. C'est pas exactement augmentation de tous les salaires. Parce que si t'indexes, si tu mets un écart de salaire, ça va pas augmenter exactement le salaire de tout le monde. Deux, si tu. Tu vas pas baisser beaucoup, enfin. Ceux qui dépassent, genre ceux qui, proportionnellement, on fait une augmentation, donc du coup proportionnelle, pour qu'à la fin il y a la même somme. Parce que si tu augmentes, genre tous les salaires les plus bas, il y a plus de salaires plus bas que de salaires très hauts. Non mais quand tu crées une fourchette, tu peux soit répartir uniquement dans la fourchette, soit tu peux simplement répartir dans une entreprise entre ce que tu verses en salaire et ce que tu verses en dividende. Donc évidemment, les plus hauts verront leur truc un peu diminuer, mais inversement, la partie non mais ce que je veux dire c'est que tu reconstruis la structure de distribution salariale et de la structure de distribution de la valeur ajoutée. Ceci étant dit, grosso modo par rapport à ce qu'on s'est dit, il y a des mesures temporaires ou de crise. Et après, il y a deux visions possibles, en tout cas deux chemins qui aujourd'hui se regardent à gauche ou se débattent à gauche, ce qui est un chemin que moi je respecte parfaitement et qui m'irait bien, mais qui à mon avis est moins de rupture, qui est un chemin de dire on restaure des acquis qu'on nous a quand même largement amputés, on restaure des acquis largement amputés en reconstruisant le système de protection sociale et en l'améliorant éventuellement tel qu'il est issu du CNR, du Conseil national de la résistance, etc. Et je veux dire, moi, c'est déjà, a priori, c'est une base qui me va bien. La question qui peut se poser en complément, c'est celle de se dire, effectivement, face aux enjeux qu'on connaît aujourd'hui, écologiques, etc., face aux gains de productivité qu'on a connus, qui sont importants. Et la combinaison de ces deux facteurs fait que peut-être qu'on a des moyens collectifs de rémunérer une part
de notre temps d'activité familiale, associatif, militant, etc., autrement que par l'emploi. Parce que on va dans la réduction du temps de travail, parce que on souhaite une meilleure rémunération, et que, je veux dire, c'est normal au regard de la plus-value aujourd'hui des gens en matière de valeur ajoutée créée par heure de travail. Mais emploi et travail, déjà, c'est pas la même chose, mais on va Oui. rentrer dans le débat. Moi, je vais juste finir la liste. Il y a des trucs comme ça, par exemple, tu vois, genre régularisation des travailleurs sans papier, pour Grave. éviter qu'ils soient obligés d'avoir un faux compte sur genre Deliveroo et que, enfin, il y a des trucs comme ça. Il y a aussi des trucs qualitatifs. Enfin, 32 heures payées 35, retour à 60 ans, etc. C'est aussi une façon de dire, on peut aussi améliorer la situation des gens et et, et, et de manière générale, en fait, la question c'est comment on répond à ce que tu dis, c'est-à-dire si on augmente là en gros les acquis monétaires des gens, c'est-à-dire que si on augmente la possibilité d'acheter, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là pour ça qu'en plus je pense que la question de la sécurité sociale et du modèle et la possibilité d'avoir un contrôle démocratique sur ce qu'on en fait. Par exemple, je vais donner un seul exemple pour l'illustrer. Genre, il y a Réseau Salariat et le Ingénieurs sans frontières, ils ont fait un projet de sécurité sociale de l'alimentation et ils disent, OK, là, il y a deux armes, hein. Cotisation, conventionnement. En gros, ils disent, si aujourd'hui on prélève 120 milliards par une cotisation, en gros, qui serait un peu le double de celle qui est celle de l'assurance maladie aujourd'hui, on peut prélever 120 milliards, c'est-à-dire 150 euros par individu et par personne. Dire pour les adultes, s'il y a des mineurs, on les donne aux adultes du foyer. Et avec ce système, on lui crédite sur la carte de sécurité sociale et on conventionne les professionnels. C'est-à-dire qu'on dit, ces 150 euros, vous pouvez les dépenser dans des magasins qui sont conventionnés production bio, qui sont des circuits courts, et donc en gros, ça fait une concurrence énorme à l'agrobusiness. C'est démocratique. C'est démocratiquement possible de décider qui on conventionne, pourquoi on conventionne. On a conventionné des médecins, on peut conventionner des distributeurs alimentaires. 150 euros, c'est énorme, parce que je vous rappelle, le panier moyen de consommation alimentaire par mois, c'est 235 euros chez les Français. Et donc là, on a à la fois la prise de participation au niveau de la valeur produite, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de dire par l'impôt on va se mutualiser, on va partir, on parle de la valeur produite, contrôle sur la valeur produite, contrôle démocratique sur qui on conventionne, comment, et là il y a des grands débats à avoir sur quelle sorte, concurrence, et donc non mais c'est pas des tickets, c'est crédité, ça s'appelle de la monnaie marquée. On le fait pour le, c'est du salaire, c'est du salaire, non c'est du salaire. La cotisation c'est du salaire. Mais genre c'est un ticket de rationnement. C'est du salaire. Quand tu payes chez le médecin, c'est du salaire. C'est ça qu'on a l'impression que c'est du salaire. Mais vraiment, c'est du salaire. Non, pour le coup, c'est vraiment pas un ticket de rationnement. C'est marrant parce que genre, en fait, c'est un projet. Je me permets juste un mot là-dessus, mais c'est vraiment pas un ticket de rationnement parce que l'idée, c'est pas que tu sois bloqué en quantité. Tu pourrais acheter plus. C'est chez ces professionnels. Chez ces professionnels de l'alimentation. Les riches pourraient acheter plus. Mais d'accord, mais enfin aujourd'hui c'est des. Enfin moi je pense très peu et genre qui, non mais d'accord. Les 150 euros seront hyper importants. Bah eux ils ne pourront aller que chez genre ceux qui sont labellisés. Mais pourquoi pas je veux dire chez ces professionnels. Quoi. Donc je reprends. Chez ces professionnels labellisés, tu pourrais demain acheter plus que ces 150 euros si tu avais de l'argent en plus. Bon bah ça en même temps aujourd'hui quand tu vas au bout du champ ou à un producteur bio ou à Biocoop. En fait, on te vend autant que tu veux, et si t'es riche, tu peux en acheter pour 2 tonnes, et si t'es pauvre, tu peux en acheter pour 2 kilos. Enfin, je veux dire, donc, se dire que... en plus que ce que tu as déjà. Tu fais déjà donc, l'idée, c'est de permettre d'augmenter le pouvoir d'achat en réduisant l'impact environnemental de ta consommation parce que ailleurs, elle est produite autrement. Ceci étant dit, la vraie difficulté que pose ce projet, à mon sens, pour l'instant, c'est que c'est un projet tellement important que, à moins de l'accompagner d'un changement systémique global, c'est un peu un projet, une fois que tu as fait celui-là, tu n'en as pas fait d'autres, quoi. Mais pourquoi on a fait ça toute notre histoire. La cotisation. Mais moi, je suis pour. Non, mais sur le principe, je suis pour ce projet. Mais pourquoi ce serait si énorme? Moi, je dis, c'est pas vrai. On l'a fait pour la santé, on l'a fait pour la maladie, c'est une branche nouvelle de la sécurité sociale, c'est une réforme, on sait faire, les cotisations, on sait les prendre. La question, c'est la confrontation avec le patronat qui va dire non, on va pas payer. Et nous, on va leur dire, bah, si vous payez pas, genre, vous allez prendre cher autrement. Mais c'est marrant parce que, genre, moi, j'aurais pas dit que la solution, enfin, plutôt le salut, en fait, se trouvait du côté de ce que tu dis, mais plutôt sur une reprise en main, en fait, de nos outils de production, c'est-à-dire de voir, en fait, non, mais de prendre, en fait,
entreprise par entreprise, en fait, qu'on se pose la question collectivement de pourquoi est-ce que l'on produit ça? C'est-à-dire, mais en mettant, genre, main dans la main, à la fois le consommateur final et le producteur, et le salarié producteur, et de se dire, genre, est-ce qu'on a vraiment, en fait, besoin d'avoir, genre, 12 000 marques de bières différentes? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir... Mais c'est ça le projet. Non, parce que, genre, toi, ce que tu proposes, c'est, genre, en fait, c'est de... Non, pardon, mais c'est ultra complémentaire, votre truc. Oui, c'est peut-être complémentaire, c'est mais toi, ce que tu exactement ça, le proposes, projet. c'est pas la même chose. Toi, ce que tu proposes, c'est d'aller, genre, à la fin de la ligne de production, tu vois, et de dire, on va en labelliser pas du tout. etc. Déjà, c'est... Non, non, mais... on va en labelliser Ok, bah, je vais te répondre tout de suite. Dépenser les 150 €. Non, mais je vais te répondre tout de suite. La question de ce conventionnement, c'est ce que je disais, c'est là où ça ouvre la discussion démocratique. Dans le projet, c'est pas le mien, hein, genre, faut aller regarder, etc. Ils expliquent que, oui, pour le conventionnement, la question, c'est d'organiser la concurrence face à l'agrobusiness où on sait que ça va pas se passer l'organisation on gère la production. Et le conventionnement, c'est l'État. Mais non, mais c'est ça la question. C'est que non. La question, c'est est-ce qu'il faut avoir l'État, les gars. En fait, l'État, c'est pas le diable. L'État, voilà. On l'a quand même souvent, il est souvent entre les mains de féodalité économique et on a quand même très peu accès à lui. Mais donc du coup, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut sortir de l'État. La question, c'est organisation démocratique, et c'est là où on a le débat. Les producteurs, dans ces milieux-là, dans ces circuits courts, on voit bien qu'en plus, il y a des endroits où ça marche pas, il y a des tailles très différentes, il y a des acteurs de ce type très différents. Donc la question, c'est le conventionnement, il doit être discuté collectivement, il faut avoir des représentants des usagers, des producteurs. C'est-à-dire que, ok, lui, les circuits courts, parce que c'est un producteur 100% bio, etc., on peut le labelliser. On peut le labelliser sur les normes sociales de production, sur la forme, si c'est une coopérative, etc. Et c'est ça le débat. C'est-à-dire la sécurité sociale, c'est pour ça que c'est intéressant la question du salaire, c'est de dire on va poser la souveraineté sur une partie de la valeur et on va décider qui on conventionne, comment on conventionne, qui décide, comment on décide et sur quel modèle. Si on est dans la question juste d'un revenu, on va avoir une question de qui le prélève, qui le redistribue. On n'a pas la question de la souveraineté, de qui est souverain sur cette valeur. Et en plus, on n'a pas la question, comme tu disais, de comment on organise pour que cette somme, elle vienne concurrencer le modèle d'organisation capitaliste du travail. Et donc, c'est ça le projet. Au sens originel de la sécurité sociale, où on votait nous-mêmes pour les représentants à l'intérieur des sectes, etc. Moi, je trouve que, si tu veux, le projet est intéressant et je pense que l'ensemble des éléments que tu as développés là sur la question de la labellisation, il recoupe des sujets qu'on peut trouver sur notamment l'énergie, tu vois, les chèques énergie ou les subventions à l'achat, qui pour un vélo électrique, qui pour une voiture, etc. Là, c'est un salaire. J'ai compris. Mais je dis juste que je pense que au-delà de ce projet, moi je partage l'ambition de ce projet. Je trouve qu'il est pour le coup vraiment intéressant, qui peut en concurrencer d'autres. C'est tout ce que je pose. Ceci étant dit, je pense que la question du contrôle de la qualité et du contrôle des circuits, elle est aujourd'hui primordiale. Si tu veux demain changer de modèle, il faut que certes on t'aide, c'est-à-dire qu'il y ait des subventions, qu'il y ait du chèque énergie, qu'il y ait de la cotisation sociale alimentaire, mais par contre, il faut que derrière on ait structuré une offre qui soit à la hauteur des enjeux. Te payer 500 €, 1 000 €, 10 000 € de subvention pour une voiture ne me pose pas de problème sur le principe. Par contre, je veux être sûr que le vélo ou la voiture qu'on achète là, assistance électrique, voiture électrique, machin, il soit à la hauteur de l'enjeu. En fait, moi, la question, qui juge ça ? Exactement. En fait, c'est tout l'enjeu, en fait, il est de savoir où est-ce que tu situes, genre, le pouvoir là-dedans. Et c'est pour ça que moi, je trouvais que parce que toi, ton conventionnement, j'avoue que, genre, sur le modèle de la sécurité sociale, genre, je comprends, tu vois, genre, mais ça me laisse un peu, genre, comment on dit, ça touche pas, voilà, non, mais je trouve ça pas très bandant, pour tout dire. Je trouverais ça plus intéressant, en fait, que ça soit vraiment les gens aujourd'hui qui participent, en fait, de l'outil de production, qui réfléchissent, en fait, à ce qu'ils font de leur outil de production. D'autant que c'est des gens à qui on donne à qui on donne assez rarement la parole. Genre, moi, genre, quand je fais des interviews avec à la fois genre des ouvriers de l'aéronautique ou des ouvriers spécialisés chez Ford, etc. Tu vois, ils ont en fait une vision en fait de la société dans laquelle ils voudraient genre s'inclure, et du coup ils mettent en regard de ça, ils parlent des objets en fait qu'ils produisent. Et je trouve que je trouve que leur discours qui est un discours pour le coup qui est connecté en fait à la réalité, genre à la réalité matérielle en fait de la production. Il est plus intéressant. Notre consommation n'est pas faite que de notre production aujourd'hui. Enfin, pardon, mais on importe tellement que, je veux dire,
c'est pas représentatif. La question n'est pas de savoir si les ouvriers français doivent ou pas avoir voix au chapitre, évidemment, sur leur production. Et je veux dire, on peut en parler, mais pour le coup, tous les partis de gauche, avec des nuances, avec des hauteurs, avec des machins, sont tous pour la participation accrue des salariés dans les décisions de l'entreprise et demain dans des choix stratégiques. Problème aujourd'hui, c'est pas celui-là. Le problème, c'est que ce que l'on consomme, on l'importe. Et si on l'importe pas complètement, donc toi, tu veux qu'on l'importe plus. La question, c'est pas de savoir si on l'importe ou si en fait, aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir si on l'importe ou si on l'importe pas. La question, c'est de savoir qu'est-ce que je consomme. Que tu puisses vouloir changer de bière et en avoir 10, c'est pas un problème d'avoir 10 bières. Le problème, c'est qu'il faut 10 bières avec une bouteille consignée, de l'orge qui est pas produit avec des OGM pourris et produit par des ouvriers sous-payés dans une cave. C'est ça le problème. Oui. Mais c'est pour ça que la contradiction à résoudre dans vos trucs, c'est que genre la seule façon de pouvoir se poser ces questions, c'est d'organiser la concurrence avec le marché. Si on attend que les entreprises le fassent d'elles-mêmes, c'est pas possible. Si tu as envie de me faire dire, Pablo, tout le pouvoir aux soviets, c'est les gens qui sont dans les entreprises qui l'ont décidé, je vais te dire oui, très fortement. Mais justement, c'est le seul, pour pouvoir aider les gens dans les entreprises. On sait très bien qu'aujourd'hui, la révolution... À mettre en relation, à mettre en relation avec aussi ce qui pourrait être des syndicats de consommateurs. Non. Parce que je pense que c'est aussi important de leur redonner aujourd'hui un poids. Mais c'est pour ça que je te dis... Mais pas forcément, tu vois. Il faut regarder au début du siècle aux États-Unis, il y avait des très forts rapports entre producteurs et consommateurs et un modèle d'organisation syndicale qui fonctionnait très bien entre les uns et les autres. Mais justement, sur ce que tu dis sur les gens qui produisent, c'est eux qui savent. Il y a une question, ça a toujours une question dans la sociologie du travail, montre bien qu'il y a toujours une question de réappropriation par les personnes de leur propre travail comme un outil d'émancipation. Et Taylor et l'organisation sociale du travail, c'est comment on leur retire ce savoir. Bref, mais du coup, comment tu fais pour... En fait, là, dans la situation actuelle, on avait parlé, on n'a pas l'impression que les gens sont prêts à monter des soviets dans leur entreprise et à prendre l'entreprise. Donc, pour les aider, il faut créer ce système de conventionnement dans le sens où quand tu as des possibilités d'être conventionné, quand tu as des possibilités de dire sur telle norme de production, on va vous conventionner parce que socialement on est d'accord, écologiquement on est d'accord, etc. Ouais. Ces gens-là peuvent se mobiliser dans leurs entreprises ou peuvent essayer de reprendre les entreprises, pousser, et tu réactives une possibilité de lutte des classes parce que c'est là la question, c'est la bataille sur la souveraineté de comment on produit, quand, pour quelle consommation et pour répondre à quel besoin humain. Ouais, mais le problème, là, mais sans ça ne va pas changer. Le problème, en fait, du sens dans lequel tu prends la question, ça fait que, enfin, moi j'ai l'impression que ce que vous proposez, enfin, notamment ce que toi tu proposes, Pablo, avec ton conventionnement, tu vois, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire que, en fait, on va essayer, genre, du coup, de déterminer. Les amis, il n'y a jamais rien de simple, hein, pardon. Mais... Non, mais il n'y a jamais rien de simple. Mais par contre, en fait, moi, c'est la question de d'où vient la dynamique. Et en fait, si la dynamique, elle vient d'un conventionnement, c'est-à-dire, en gros, parce que je suis désolé, mais au bout d'un moment, du coup, c'est l'État ou la sécurité sociale. Mais aujourd'hui, genre, je vois plus trop la différence entre l'État et la sécurité sociale, même si je sais qu'il y a des... je suis d'accord, ils ont tout détruit. Voilà, ils ont tout détruit. Pas tout, hein, donc aujourd'hui, ça veut dire que ça vient du côté de l'État. Donc l'État va décider, en gros, qu'on mange 5 fruits et légumes, tu vois. 5 fruits et légumes, tu vois, qui auront des prix bloqués et très bas. Alors on va choisir, je sais pas moi, la laitue, la patate et le rutabaga. Alors voilà, c'est très bien. Mais non, on a dit, on donne 150 euros qui sont prélevés, c'est un salaire qui est conventionné sur ta carte vitale et que tu dépenses simplement mais que tu dépenses dans des centres conventionnés, c'est-à-dire tu vas pas aller à ton Franprix, à ton Carrefour, mais au commerce dont on aura décidé qu'ils respectent des normes de production, des normes sociales, environnementales et une qualité de produit. Et ensuite, pour que ça soit pas trop cher, tout ça. Non mais les amis, il est à peu près sûr que le commerce dont il parle, c'est celui dans lequel vous faites déjà vos courses en fait. Hein. Et vous, nous, peut-être un peu plus à la rage, on va dire, mais là je te parle de si on fait 150 euros, c'est 120 milliards. Donc les possibilités de développement de ces circuits, dans 120 milliards, c'est énorme. Non mais Biocop, truc comme ça. C'est là qu'on va pouvoir faire. Non, mais est-ce que ça existe déjà ton centre là? Oui, mais globalement, c'est les AMAP qui sont sous forme associative, c'est les producteurs qui vendent directement aux consommateurs. C'est tous les systèmes qui sont des systèmes et qui existent comme alternatives en construction et qui n'ont pas la force d'une construction genre à l'échelle nationale, à l'échelle genre macroéconomique et qui ont pour but, et c'est une partie de l'ESS, pas tout, etc. Et c'est comment justement on offre par ce système de conventionnement en plus une possibilité de relier ces dynamiques-là, de relier ces projets et d'en faire une force sociale de décision sur la consommation et la production. Par ailleurs, et ça fera peut-être le lien avec ton deuxième sujet, mais... Je crois qu'on va pas le faire le deuxième sujet.
Ah mais si, moi j'ai trop envie de parler de la police après. Mais moi, je suis quand même juste scandalisée par le discours sur l'État, en fait. Enfin, les amis, l'État, c'est jamais que des citoyens qu'on recrute sur des concours, dont on définit les périmètres pour qu'ils nous conviennent collectivement, dont on élit les représentants. Enfin, je veux dire, c'est pas quand on dit l'État. C'est pas vrai. Ouais. J'élis pas mes juges, j'élis pas mes profs, j'élis pas mes pliques, etc. Mais ce qui est normal, hein. Non, mais je veux dire, t'élis ton président, t'élis ton maire et toute la clique qui va avec, t'élis ton parlementaire. Je veux dire, et on décide. Non, mais sauf qu'en fait, les élus, pardon de le dire, mais les élus définissent la manière dont les fonctionnaires sont engagés, enfin, de manière très, 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 très précise, dont ils sont formés. Ouais, mais en fait, quels sont les actes qu'ils ont à mettre en œuvre. Oui, donc c'est quand même juste compliqué de dire l'État par principe, enfin pardon, mais si on est dans un, et je crois quand même qu'il faut pas mélanger, on peut être marxiste tout ce qu'on veut, le sujet c'est quand même de pas mélanger exactement dictature et l'État dans lequel on vit, et donc je pense quand même qu'on peut pas dire aujourd'hui que l'État a priori va décider qu'on va bouffer des rutabagas et des laitues. Enfin, oui, mais le problème, c'est que genre, il s'avère que l'État, depuis maintenant, je sais pas combien de temps, tu vois, mais il est souvent du côté du capital. Mais il est souvent dirigé par des gens de droite. Enfin, tu vois, élu par des citoyens. C'est toute la question, est-ce qu'il a une autre fonction de ça? Est-ce qu'il a une autre fonction de ça? Du coup, alors, et moi, là, on pourra discuter. Merci Marie, ça ferait une excellente transition, tu vois, sur la question de l'État, parce que le deuxième sujet que je voulais aborder, c'était le sujet de la police. Parce que genre cette semaine donc Philippe Poutou a répété plusieurs fois sur plusieurs plateaux que la police tuait, et à ce titre il a été le Gérald Darmanin, donc le ministre de l'Intérieur, a décidé de porter plainte contre lui. A dit qu'il allait le faire, pardon, effectivement. A dit qu'il allait le faire. Non, mais souvent il le fait. Hein, enfin, je crois qu'il a vraiment fait là. Ouais, il l'a vraiment fait. Je sais pas s'il l'a vraiment fait. Mais à vrai dire, on s'en branle de ce que fait Darmanin. Enfin, mais en tout cas, il est très fâché. MSPP. Comment? Ouais. Il est très fâché, Gérald Darmanin, et c'est pas le seul d'ailleurs. Hein. Et non, mais la question en fait de savoir si on a le droit, si on peut dire aujourd'hui dans l'espace public que la police tue, c'est quelque chose de absolument hallucinant, parce que quand Philippe Poutou, il a fait plusieurs plateaux, il a fait France Info TV, il est allé sur BFM, etc. Et les journalistes étaient éberlués lorsqu'il osait dire face caméra, mais oui, la police tue. Et les journalistes étaient là, mais non, vous pouvez dire ça, monsieur Poutou. Enfin, la police tue pas vraiment. Il y a certains policiers qui tuent, etc. Et lui, donc, il réaffirmait sans arrêt son propos. Mais c'est vrai que dans la séquence, en fait, c'était, et pareil pour Jean-Luc Mélenchon sur BFM face à Jean-Jacques Bourdin, lorsqu'il a dit la police tue, Jean-Jacques Bourdin ne voulait pas le croire, en fait. Et donc, en même temps, depuis Malik Oussekine, personne n'a été tué. Oui, alors ça, on a appris ça cette semaine à Regard, que on a entendu un historien officiel du ministère de l'Intérieur qui en gros a dit dans un documentaire, mais en gros, depuis Malik Oussekine, la police n'a tué personne. Donc depuis 84, la police a tué absolument personne. Ce qui est quand même une phrase qui est très lourde de sens. Et je me demandais en fait dans quelle mesure notamment la gauche, puisque là on parle surtout du point de vue de la gauche, tu vois, on était capable en fait d'assumer, la gauche et les écologistes, on était capable d'assumer dans le débat public en fait de dire que la police tuait. En fait, il me semble que sur cette question, le problème est pas, sans offense pour personne, hein, le problème est pas de savoir si l'affirmation en soi a un sens ou pas. Est-ce que des gens sont décédés dans des opérations de police et ont été tués des suites de ces opérations de police? D'ailleurs, quand on tue, ça compte aussi les assaillants. Hein. Je veux dire, a priori... Quand Philippe Poutou dit la police tue, il dit pas « Ah, un mec avec un couteau agresse des gens dans la rue, la police l'a tué. » Non, mais en fait, d'un point de vue service public, d'un point de vue service public, la police qui fait des morts, en fait, ça inclut les assaillants et les victimes. Hein. Je veux dire... en fait, les policiers sont pas payés pour buter des gens. C'est pas, ils sont payés pour les arrêter, et quand vraiment ils ne peuvent pas. Et les remettre à la justice. Voilà, et les remettre à la justice. Et quand vraiment ils ne peuvent pas, de manière incidente, des gens peuvent se retrouver tués. Mais c'est pas ça le problème du tout, ni le débat.
Non, mais c'est aussi une composante du débat que tout le monde a l'air d'oublier, parce qu'en fait, il y a aussi des morts, je dirais, des gens, ça veut dire des gens qu'on ne traîne pas devant les tribunaux, dont on n'aura pas une explication judiciaire. Oui. Donc ça, c'est le premier sujet. Le second sujet, c'est de savoir s'il y a des gens qui sont morts dans des opérations de police. Je crois qu'il y a, bon, pas de débat, en fait. Il y a des gens qui sont morts dans des opérations de police, et y compris du côté des personnes victimes ou des gens. Et tu me dis, c'est pas le problème de savoir s'il y a des assaillants qui sont morts. Bah, le problème, c'est de savoir s'il y a des gens que la police prenait pour des assaillants qui sont morts, y compris. Et je pense à l'affaire Traoré, par exemple. Adama Traoré est un assaillant. Alors, Il passe par la là, question, son frère se fait contrôler, c'est son anniversaire, il a pas envie de se faire chier. moment, Il court. la question, c'est à quel moment, en fait, le rôle des flics, parce que pardon, hein, mais ta réaction était épidermique. Ah oui, Adama Traoré est un assaillant. Pas celle-là, la précédente était épidermique. Que des assaillants, que des gens considérés comme assaillants soient tués, ça pose de problème à personne. Moi, ça m'en pose un, profondément. C'est pas le rôle de la police. Et donc, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, la police, qu'elle contrôle ou qu'elle protège, dans les deux cas, elle ne doit pas tuer. Et il arrive qu'elle tue, et il arrive clairement que les corps de contrôle qui sont liés à la police ne remplissent pas leur mission et n'établissent pas les responsabilités. C'est normal que la police tue des assaillants, c'est-à-dire que j'imagine que par exemple les mecs de Sentinelle, c'est pas la police mais pareil, ils sont pas ravis d'utiliser leurs armes quand ils se baladent devant la pyramide du Louvre et qu'un mec arrive avec un couteau, tu vois. Ils essayent de ne pas tuer. Mais au bout d'un moment, des fois la police n'a plus le choix que de tuer. Et je ne pense pas qu'il y ait un débat sur ça. Si. Parce que genre, quand on parle de Ziad Bouna, quand on parle de... quand on parle de Zineb Redouane... Non, mais c'est quelqu'un qui saute sur un flic avec un couteau. Et ben quand tu sautes sur un mec qui est entraîné, qui est formé pour ça, et que le premier réflexe, ça peut être peut-être de ne pas tirer 5 balles dans ce type-là. C'est pas du tout ça le débat. Mais si, mais c'est le débat. Non, mais c'est toi qui as dit. T'as dit, est-ce que c'est un débat? Je te dirais, oui, c'est un débat. Pour être très clair, la police tue, elle mutile, elle viole, elle blesse, elle discrimine, elle utilise. Mais ça, c'est pas. C'est pas l'institution. Si, c'est l'institution. Quand il y a 15 personnes dans les quartiers populaires qui meurent chaque année, qui sont des Noirs, des Arabes, des Roms, des gens du voyage, des personnes précarisées, qui sont tués, c'est que la police, en tant qu'institution, tue. Et c'est normal parce que c'est son rôle. Mais là, on parle pas des assaillants, tu vois. Là, on parle pas des assaillants. Là, c'est son rôle. La police est le bras armé de l'État, et il y a plein de façons de le voir différemment. Michel Foucault va vous dire le racisme biologique, c'est-à-dire l'État, la société se reconnaît dans un certain corps et les corps étrangers ou considérés comme tels, elle les supprime. Ça c'est Foucault. Bon, ça c'est une bonne analyse. On peut aller ailleurs. Pourquoi c'est toujours des Noirs, des Arabes, des gens du voyage, des Roms, des gens qui sont pas considérés comme le prototype de la personnalité française, des jeunes qui viennent de certains quartiers, de certaines origines sociales, qui sont genre systématiquement violentés, parce qu'en plus il y a toute la cohorte de comportements qui ne sont pas aussi visibles que les morts et qui c'est comme si on disait est-ce que les hommes tuent? Oui, les hommes tuent des femmes, etc. En tant que groupe et pas seulement en tant qu'individus qui agissent. Donc la question c'est pourquoi et comment on fait pour y répondre? Pourquoi? Il y a plein de raisons. Il y a des raisons historiques. On en parlait la semaine dernière. Il y a une façon dont on a importé des techniques de la colonisation avec les mêmes mentalités. Là-bas, qu'elles se créent sur le modèle de la police coloniale. Comme il y avait des polices qui étaient là pour traquer les Noirs dès le code noir. Donc, la police tue. C'est une évidence. Et le problème de l'hystérie réactionnaire actuelle, pourquoi on veut plus en parler? Non mais si, là il faut en parler. Sur la droite, c'est de l'hystérie. Ce sont que des, c'est des hommes blancs, vieux, tous de droite, les Ciotti et compagnie, qui sont dans l'hystérie. Il y a quelques femmes dans le tas. Bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut appliquer ce terme à ces gens-là, à ce public-là, et ils sont de l'hystérie parce que justement, il y a aujourd'hui des conditions sociales qui ne peuvent plus nier. Il y a des mouvements, il y a des personnes qui se mobilisent, il y a des gens qui parlent, il y a une possibilité d'avancer des discours, et face au fait qu'ils ne peuvent plus mettre sous silence ces mouvements-là, ils sont obligés d'être dans la dépréciation de l'adversaire à l'avance même. Parce que, voilà, c'est ce que tu disais, Jean-Luc Mélenchon, Poutou, quoi qu'on dise sur la police, même si c'est très raisonnable, de toute façon, ils seront illégitimes parce qu'ils sont contre les policiers. Fait pour ou contre, des manichéismes comme ça. Moi, il y a
il y a quand même des choses que je partage pas dans le discours, au sens où je pense que si aujourd'hui on est dans ce degré, et pardon, je reprends le même terme, mais dans ce degré d'hystérisation sur les questions de sécurité, sur les questions, parce que généralement on les associe de très près, sécurité, police et immigration, hein, c'est parce que ça fait 30 ans qu'on laisse des gens surfer sur ces questions-là pour des ambitions purement électoralistes, qui fonctionnent bien, qui font peur à plein de gens, parce que oui, il y a des transformations profondes dans nos sociétés qu'on n'a pas accompagnées et qu'on n'a notamment pas idéologiquement accompagnées. Et je pense qu'à un moment donné, ça crée des fractures que les gens savent utiliser en surfant sur de la merde, parce que, pardon, mais je veux dire, pourquoi on se permet de parler d'hystérie? C'est parce qu'en fait, on n'est pas dans le domaine du raisonnable. On n'est pas dans le domaine de la raison, on n'est pas dans le domaine de la donnée. Les données, les statistiques sur la criminalité ne sont pas à la hauteur de ce qui est dénoncé. Donc en fait, je veux dire, tout ça est du domaine du délire. Ceci étant dit, on a quand même, je crois, important de se dire que cette institution qu'est la police, non seulement elle est nécessaire, mais en plus, elle peut être réformable. Et qu'aujourd'hui, s'il y a des comportements déviants dans la police, et il y en a, c'est aussi parce qu'on a laissé se banaliser, y compris dans l'institution, des discours qui, moi, me semblent déplacés, voire profondément en désaccord avec ce qui fait la moelle épinière d'un fonctionnaire. Oui, mais c'est pas seulement des discours. C'est l'impunité, c'est le fait qu'on l'organise et qu'on est d'accord. On cautionne des actes par le silence. Là où c'est intéressant, c'est que lorsqu'on dit, parce que j'ai entendu, je crois que c'est sur France Info, quand Poutou a dit la police tue, on lui a dit non mais il y a des violences policières, mais vous ne pouvez pas dire que la police tue. Et en fait, je pense que le glissement entre violence policière et la police tue, c'est que ce que veut dire Philippe Poutou, c'est que c'est en tant qu'institution que nécessairement, en fait, finalement, la police tue. Et c'est là que moi, je rejoins assez ce que tu dis. C'est que, en vérité, la police, comme on dit, c'est assez compliqué, en fait, d'imaginer un système de sûreté publique dans lequel il n'y ait pas une composante institutionnelle policière. Peut-être que c'est possible, hein, à vrai dire. Et d'ailleurs, je demande qu'à le voir, qu'à le lire et tout. Pour l'instant, genre, on a l'impression que c'est un pilier important. Comme la justice est un autre pilier important. On peut considérer en fait des carences, en fait, du côté de l'institution policière, comme on peut en considérer du côté de l'institution judiciaire. Il s'avère que jeter l'opprobre, et là je me mets du côté, genre j'aime pas trop ce positionnement que j'aime, mais bon, jeter l'opprobre en fait sur la totalité ou l'intégralité en fait d'une institution peut imposer un problème démocratique au sens de les institutions aujourd'hui qui fondent notre République et dont la police est un des piliers. Quel est le problème démocratique du coup ? Non, le démocratique au sens de République institutionnelle, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Cinquième République, la France en fait est organisée aussi grâce à son pilier police. Et en fait, en rejetant tout, en fait, c'est ce que dit Marie plus ou moins. Marie dit, bah, en gros, si on commence à dire que la police tue ou qu'il faut genre dissoudre la police ou je sais pas quoi. Mais c'est juste, à un moment donné, en fait, donnons-nous les moyens pour mon vrai sujet, donnons-nous les moyens de reprendre en main la question de la police. Vraiment profondément. Je veux dire, d'abord, il y a des endroits où la police est pas armée ou moins armée. Il y a de moins en moins quand même. Non, mais il y a des pays dans lesquels la police est pas armée ou moins armée que la nôtre. Déjà, premier sujet. Deuxième sujet, il y a des questions de déontologie, profondément. Et en fait, on n'a qu'à l'appliquer à la lettre. Il y a aussi un problème, moi, je pense que le problème principal, c'est un problème de culture, en fait. Oui, mais c'est pas qu'un problème de formation c'est un problème de culture, et le problème de culture, dans la fonction publique, il passe par la règle. La fonction publique, ça répond à des règles. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne font pas appliquer la règle dans la police. Et la police, elle est d'abord au service des citoyens. La police ne remplace pas la justice. La police ne condamne pas. Elle n'a pas le droit de buter un type, et même pas par accident. Ça peut arriver, ça peut être une bavure, ça arrive en fait, ça arrive. Mais aujourd'hui, on est dans d'autres comportements. Quand un commissaire de police, je veux dire, pour qui connaît l'administration, c'est pas n'importe qui. Quand un commissaire de police se permet d'envoyer des vœux
par mail avec une carte profondément raciste, en plus de violente, c'est que dans l'institution, il n'y a plus personne pour tenir ces règles. Et tenir ces règles, c'est pas vociférer tous les 4 matins en haut d'un truc pour dire que la police est géniale. La police, on en a besoin, elle a aussi des bonnes composantes, mais elle a des règles et un corpus fondamental. Mais donc, il y a quand même, d'une part, le fait que ça veut dire que la première solution, c'est une purge. Moi, j'assume le mot. C'est-à-dire que là, on dit personne n'est là pour appliquer la règle et on va pas compter sur les gens qui, depuis des années, genre laissent ces comportements. Il y a des nazis dans la police, il y a des reportages, on s'en fout. Il y a des bavures tout le temps, il y a des propos racistes tout le temps. Il y a des mecs sur les plateaux qui disent que genre des absurdités. Genre, il avait dit oh Bamboula ça va, tu vois. C'est un mec sur un plateau, personne lui fait de remarques. Il devrait être, si la règle était appliquée, suspendu, mais le lendemain, en sortant de l'émission, tu vois. Donc la question, c'est d'abord, il faut purger la police. C'est-à-dire qu'il y a au moins des effectifs extrêmement massifs qu'il va falloir virer. On a des reportages où on a des groupes de milliers de types qui partagent des mêmes racistes et des propos genre complètement complotistes. Et donc ça, c'est-à-dire qu'il faut purger la police. Moi, je dirais, j'emploierais pas le terme purger. Moi, je dis, il faut les foutre dehors. Et il faut aller poursuivre les gens. Il faut que les syndicalistes qui est partis dans la police et qui sont placardisés, ils soient qu'on lâche. Rappelle la règle une bonne fois pour toutes et après on l'applique. Deuxièmement, il y a une question de mission de la police. En fait, genre l'idée que la police protège tout le monde, c'est pas vrai. La police, elle a un rôle politique, elle protège un certain nombre d'institutions, elle protège un certain nombre de trucs. Et je suis désolé, mais c'est pas forcément de leur faute. Mais en fait, quand tu te fais agresser ou je sais pas, tu te fais piquer ton portable ou ton truc, genre c'est le truc de l'insécurité qui revient tout le temps. La police, c'est pas vrai que elle peut pas. Tu vas le voir, tu portes plainte, ton assurance te paye ton portable. C'est pas elle qui la question, c'est. pose d'ailleurs un vrai sujet. Hein. Voilà. Et puis donc du coup, ça c'est pas c'est la question plus profonde, pourquoi il y a des comportements déviants, violents, etc., qu'il faut résoudre. C'est pas forcément une mission de police. Non. Deuxièmement, genre, il y a une question de la police est utilisée pour traquer des mecs qui fument des joints. La plupart de leurs missions n'ont aucun sens. C'est des politiques du chiffre. C'est des politiques qui mettent en avant les politiques qui ont été à leur tête. Donc, on a vraiment une série de connards, en commençant par Darmanin, et puis on remonte et Sarkozy et compagnie. Et non, mais même pas, j'ai envie d'évoquer son nom, tellement il me dégoûte. Et derrière, il y a du coup les missions plus coûteuses, qui demandent plus d'expertise, qui demandent plus de travail, qui sont les missions de démantèlement des trafics humains, d'armes, etc. Plus la question de la police judiciaire, qui est une question de genre, là derrière, on peut monter des affaires, on peut aller venir sanctionner. C'est-à-dire, on n'est pas dans la, je t'ai vu, on fait ci, ou je fais une contravention. Et toutes ces questions-là, on voit bien que déjà, il y en a moins, c'est de la police judiciaire, moins d'effectifs, il y a moins de moyens, etc. Sur ça, on peut discuter, tu vois. Mais, et encore une fois, les missions de sûreté publique, d'organisation des sociétés sans violence, c'est aussi pas seulement uniquement une truc de pays. Il faut des sociologues, il faut des psychologues, des assistants sociaux, il faut un certain nombre de trucs. Il faut penser la question aussi des mineurs, genre la répression. Il y a une ordonnance du CNR, vraiment à la sortie de l'air sur la question des mineurs. On peut pas traiter les mineurs comme des délinquants. Je vous rappelle que sous Sarkozy, on nous parlait déjà de les détecter dès le CM2 génétiquement. Donc, effectivement, il y a un vrai problème, mais c'est de fond en comble. La police actuelle, elle doit disparaître. Et puis en plus, on n'a pas parlé là de l'IGPN, c'est un scandale, et de l'impunité et compagnie. Donc il faut tout détruire. Enfin, le problème, et c'est là que tu poses, c'est comment on fait la transition. La question de la formation, elle est ultra démunie. Qui a la volonté Qui a la volonté aujourd'hui politiquement de porter une réforme aussi profonde de la police quand on sait la France insoumise. Quand on sait, mais alors je pense que pour le coup du côté des écologistes, tu trouveras du monde aussi. Mais pas Yannick Jadot qui manifeste avec les syndicats fascistes. Alors, on a déjà eu ce débat la semaine dernière, mais on peut recommencer mais on peut sortir la carte toujours. Oui, ça marchera tout le temps. T'as manifesté avec les fascistes? Oui. Non, mais je disais la France insoumise pour troller. Je sais bien. Mais c'est pour ça que je dis, je pense qu'aujourd'hui, il y a une réelle question de volonté politique et de ne pas se laisser, gagner par l'agenda. Il y a une menace terroriste, elle existe, elle est élevée. Pour autant, tous les politiques élus ne sont pas en permanence dépendants de la police. Ça va bien se passer, en fait. Je veux dire, on n'est pas, si demain les flics ne sortent pas, et il faut des flics, je veux dire, donc vraiment, profondément. Enfin, si demain les flics ne sortent pas pendant une journée,
Si on n'a pas prévenu tout le monde à l'avance pour dire il n'y a pas de flic, ça va bien se passer. À en certains fait. moments, la police a été nécessaire Mais au maintien du pouvoir en place. elle est Pendant les Gilets jaunes, essentiellement, par exemple. elle est essentielle. Je veux dire, personne ne dit qu'il ne pendant les faut pas de Gilets jaunes, il police. n'y aurait pas eu la police, par exemple, les pour faire un tampon. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, et peut-être que s'il n'y avait pas eu le choix d'avoir un certain nombre de méthodes d'intervention, le mouvement des Gilets jaunes n'aurait pas exactement pris la même forme. Parce qu'on sait aussi que un certain nombre d'interventions, les formes qu'elles peuvent prendre, etc., sont source de tensions. Elles sont source d'incidents. Et je veux dire, donc, à un moment donné, la question. C'est même parfois leur objectif. Hein. Mais quand tu ébornes des gens, ça crée des incidents. Voilà, par exemple. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment, demain, on porte au pouvoir des gens qui ont profondément la volonté de réappliquer le corpus de fond de base. Évidemment, mais alors pour le coup, je suis 100% d'accord avec Pablo. Comme le disait Pablo, ça ne réglera pas tous les problèmes de la société. Sachant que, là, juste, attends, parce que j'aimerais bien ramener, en fait, à ce qu'on se disait dans le premier débat, tu vois. La question, et là, pour le coup, c'est aussi Fabien Roussel qui l'a dit, parce que j'écoute beaucoup de Fabien Roussel. Fabien Roussel, il avait parlé et je trouve ça pas non plus, ça m'a étonné quand il a dit ça, il a parlé des policiers comme des ouvriers de la sécurité. Oui. Et en fait, il s'avère que si on reprend un peu le même schéma que tout à l'heure, et de dire c'est aussi en fait aux gens qui détiennent les outils de production en matière agricole, en matière je sais pas quoi, de production de matières premières, etc., enfin de production de biens de première nécessité, etc., de récupérer en fait le pouvoir sur ce qu'ils produisent. Le problème, c'est que là, on peut pas tellement faire la même chose en fait sur la police. On peut pas laisser en fait aux policiers la main en fait sur la reconfiguration en fait de genre. Il y a des marges. Il y a des marges. Si tu interdis 2-3 syndicats avant de leur laisser le pouvoir. Non mais il y a des marges. Il y a des modes d'organisation. Vous considérez que c'est des ouvriers de la sécurité, les policiers? En partie. Je pense que c'est son expression, elle avait du sens quand on regarde les conditions d'exercice d'un certain nombre de policiers. Je veux dire, qui font lourdement penser à la précarité d'un certain nombre d'ouvriers. Donc là-dessus, ça peut que se rejoindre. Le fait d'être, tu le disais tout à l'heure, dans des tâches d'exécution qui manquent de sens et où t'es pas à la direction, ça, ok. Sur la place que tu peux donner aux policiers dans la refondation de la police, parce qu'on se parle à tout le moins que d'une refondation, il y a des marges. Il y a des marges sur la manière dont doivent ou peuvent être aménagés des locaux, des structures, des organisations. Mais quand tu vois ce que demandent les syndicats majoritaires, c'est quand même... les syndicats majoritaires sont... Non, mais on leur demande pas, par contre, de se prononcer sur la mission principale de la police, en fait. Ils ne remplaceront pas les juges. Mais genre, ça, c'est dans le contrat constitutionnel. Non, mais il y a ça, mais il y a aussi, ils veulent être surarmés, Et puis, il y a une différence. C'est que nous, là, on discute comme si l'État a le monopole de la violence légitime. Tout le monde dit, c'est Maxeur. Non, mais il dit pas ça, hein. Il dit l'État revendique le monopole de la violence légitime. C'est-à-dire qu'à un moment, cette violence, c'est les moyens que l'État étatique a concentrés sur lui. On peut aussi le remettre en cause. Moi, je ne considère pas que c'est une notion normale. Et c'est toute la question de l'État, c'est quoi? Est-ce que c'est une extraction, un acteur tiers entre nos relations entre individus? Est-ce que quand on discutait sur la démocratie, est-ce qu'on transfère des compétences directement à l'ensemble de la population? Et donc, c'est ça les conditions pour lesquelles on peut diminuer la fonction policière de notre société? Je pense que ça n'est pas possible actuellement parce que justement, notre société fonctionne sur la mainmise par les féodalités économiques de l'ensemble du système productif et des règles pour les appliquer, que donc, pour cette raison, il y a des inégalités, il y a des classes différentes, et donc c'est la violence d'une classe sur toutes les autres classes subalternes. Et donc la police est quand même l'instrument en dernier recours de ça. Elle a été ça dans l'histoire. Elle a tué des Algériens, des ouvriers, toujours les mêmes classes, toujours les mêmes populations, les classes dangereuses, les classes laborieuses. Et donc du coup, la question de ce monopole, c'est usurpé à la population, fait que ça n'est pas pareil. C'est pas juste des ouvriers de la sécurité au sens où ils produisent cette sécurité qui est une production collective. C'est des outils, c'est des personnes qui, c'est vrai, ont des conditions au sens de ce que tu disais, ouvrières au sens répétitif, physique, fatigante, etc. Mais elles ne sont pas productrices d'un bien commun, elles sont productrices d'une norme politique qui devrait être un bien commun, à savoir la sûreté de tous, et qui est usurpée parce qu'ils sont finalement par leur positionnement dans la division du travail, au service
d'intérêts qui sont défendus, qui sont des intérêts privés, à travers l'intermédiaire de l'État, qui est capturé par ces féodalités. Donc c'est beaucoup plus Je compliqué. pense qu'un des gros problèmes de la police, au-delà du fait qu'elle tue, c'est que c'est un service public et on l'a tous oublié. Déjà parce que c'est de plus en plus privatisé, les transports en commun, les trains, les gares, les ambassades, c'est plus des flics. Et ça va continuer. Je Mais fréquente rarement les ambassades. Mais... moi aussi, tous les jours, ambassade de Russie pour prendre ma petite. Et bah si, les mallettes de regard. C'est vrai. Non, mais c'est un service public. Et comme tous les services publics, il est attaqué et il est démantelé. Et en fait, vous voyez, par exemple, quand on a la droite qui fait un concours de combien de fonctionnaires on va supprimer et que tout le monde se lève et applaudit, on avait oublié que les infirmières c'était et tous les gens de la santé, c'était des fonctionnaires. Avec le Covid, on s'en est un peu rappelé, mais là, je pense que pour la prochaine présidentielle, c'est déjà trop tard. Et les flics aussi, c'est des fonctionnaires. Et donc, ils sont à notre service. Et ça, enfin, on est en train de le démanteler complètement. Et je pense que tu avais complètement raison de le rappeler. Peut-être que du coup, c'était pas clair dans mon propos, mais c'est foncièrement pour moi c'est foncièrement pour moi la colonne vertébrale de ce qu'on se dit sur la police. Et s'il faut conclure, là où il y a un débat aussi à avoir, c'est le fait qu'en fait, le terme de sécurité est un signifiant vide. La sécurité, c'est par définition un état qui n'est atteint que contre quelque chose. Donc c'est absolument négatif comme contenu. C'est pour ça d'ailleurs que pendant la Grande Révolution française, il parlait de sûreté. Mais la sécurité, ça, en plus, ça vend. Sécurité contre le fait que mon écran de portable sonique, sécurité contre les cambriolages, sécurité contre les virus, sécurité, etc. Il y a une sécurité qui est jolie, ça s'appelle la sécurité sociale. Non, mais c'est exactement ça. C'est qu'en plus, la façon dont a été capturé le débat, c'est qu'on parle jamais de sécurité sur le marché du travail, sécurité sociale, sécurité, etc. Donc, mais non, mais du coup, non, mais alors nous on en parle, mais on on voit bien que quand les gens parlent de sécurité, ils font pas le allume ta lien. télévision, tu vas voir, c'est pas le cœur du débat. Quand t'es avec Duhamel, il t'en parle pas. Pour redonner du sens Il paraît qu'il faut s'arrêter, les gars. Ouais, moi je vais. ça.